Salut, moi c'est Rêve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai de la secte Heaven's Gate, les portes du paradis, qui a été fondée par Bonnie Nettles et Marshall Applewhite, deux Américains qui ont causé pas mal de soucis. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous n'avons pas un, mais deux acteurs dans cette histoire. Deux cofondateurs de la secte Heaven's Gate qui ont causé les événements qui sont arrivés. Tout d'abord, nous avons Marshall Applewhite, cofondateur de la secte, né le 17 mai 1931 au Texas. Il est né dans une famille assez conservatrice. Son père est un pasteur presbytérien, mais à cette époque-là, il n'est pas du tout fanatique, il n'est même pas aussi à fond que ça dans la religion. Il y est parce que sa famille y est, quoi. C'est vraiment pas plus que ça, en fait. À cette époque, il essaie, comme tous les enfants, ou presque, de se conformer aux attentes de ses parents. Il découvre un attrait pour la musique, il est très bon en musique, donc il essaie de faire carrière en tant qu'artiste professionnel, mais il n'y parvient pas, donc il se reconvertit en professeur de musique. Ensuite, nous avons Bonnie Lou Nettles, née Trousdale, donc Nettles est son nom d'épouse. Elle est née le 29 août 1927, également au Texas. Elle est également née dans une famille assez conservatrice, assez religieuse, mais pareil, elle n'était pas très à fond dans la religion non plus. En grandissant, elle devient infirmière et en décembre 1949, elle se marie à l'homme d'affaires Joseph Nettles, avec qui elle aura 4 enfants, et au début c'était un mariage tout à fait ordinaire, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'en 1972, Bonnie, elle prétend qu'un moine décédé au 19e siècle serait en train de communiquer avec elle. Apparemment, ce moine s'appelait Frère Francis, que vous comprendrez pourquoi son mari trouvait ça bizarre. Et en plus de ça, elle commence à se rapprocher de tout ce qui est occultisme, astrologie, etc. Elle commence à réunir des gens chez elle pour faire des séances, comme ils disent en anglais. En gros, c'est des soirées où les gens se réunissent pour essayer d'appeler des esprits, que les esprits leur parlent, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, elle réunissait ces gens une fois par semaine dans sa maison. Donc, on peut comprendre pourquoi ça dérangeait son mari, en fait. Parce que ses croyances commençaient à devenir de plus en plus présentes dans leur vie de famille, en fait. Et toujours en 1972, Bonnie Nettles va consulter une diseuse de bonnes aventures qui lui prédira sa rencontre avec un homme grand, au teint clair et aux cheveux clairs, ce qui correspond à la description de Marshall Applewhite. Du côté de Marshall, il se marie avec une de ses voisines de quartier de l'époque avec qui il aura 2 enfants. Mais en 1970, il tombe dans la dépression, quitte sa famille et quitte son travail. C'est si soudain en fait. On se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que Marshall Applewhite était homosexuel. Et il a refoulé son homosexualité, il s'est marié avec une femme, il a eu des enfants, etc. Sauf que chasse au naturel, il revient au galop. Et il était professeur à l'université. Et le problème, c'est qu'il a commencé à avoir des relations avec des étudiants de même sexe. Et heureusement ou malheureusement, il s'est fait attraper. Ça a fait un gros scandale parce qu'en plus, il était professeur dans une université catholique. Donc il s'est fait renvoyer, ils lui ont dit ciao bye bye, on veut pas de toi. Et après en fait ça a été une spirale parce que forcément ça fait un scandale, sa famille a été au courant, enfin ses proches étaient au courant et tout, surtout que bon, c'est pas la même époque que maintenant. Les choses étaient beaucoup plus taboues. Au-delà du fait qu'il était homosexuel, il a aussi pris avantage de son pouvoir en tant que professeur et abusé de la confiance que ses élèves auraient pu avoir en lui et profiter de ça en fait pour avoir des relations en fait. C'est pas quelque chose de très normal en fait. À cause de tout cela, à 39 ans, Applewhite est au bord du délire, il prétend entendre des voix. Il a même prétendu avoir eu une crise cardiaque, un épisode de mort imminente, au cours duquel il aurait découvert les mystères de l'au-delà. Voilà. Donc vous vous imaginez bien qu'à un moment donné, nos deux protagonistes
doivent se rencontrer. Il y a plusieurs versions sur leur rencontre. Une racontée par Applewhite, mais on ne sait pas vraiment si on peut s'y assez dire, et d'autres suppositions des proches de nos deux protagonistes. La version d'Applewhite est la suivante. Il dit qu'il rendait visite à une de ses amies à l'hôpital, et Bonnie étant infirmière, elle était bien sûr infirmière dans cet hôpital-là, et Bonnie, comme de par hasard, est entrée dans la chambre de son amie, et au moment où leurs yeux se sont croisés, ce fut le coup de foudre cosmique. Ok. D'autres versions disent que Applewhite était en fait le professeur du fils de Bonnie et que c'était un événement de l'université qui s'était rencontré. Une autre version encore dit que Applewhite avait été hospitalisé suite aux nombreux problèmes qu'il a rencontrés, notamment aux problèmes psychologiques, et que Bonnie aurait été dans le même hôpital que lui et que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Enfin, vous voyez, plein de versions. On retiendra juste qu'en fin de compte, ils se sont rencontrés, ce qui devait arriver arrivera. Donc suite à ça, Bonnie Nettles, notre férue d'astrologie, établit le thème astral de Marshall et se rend compte que les planètes sont parfaitement alignées et qu'en fait ils se seraient connus dans une vie antérieure et en fait ils ont été destinés à se rencontrer par les extraterrestres. Vous pensez à la même chose que moi? Ouais. Ils prennent aussi l'Apocalypse tiré de la Bible et ils s'identifient comme les deux témoins de l'Apocalypse cités dans la Bible qui viennent annoncer la fin des temps, etc. Et ils ont fait un gros mélange de la Bible, de Star Trek, de magazines de soucoupes volantes et de régime détox pour en faire leur croyance. Voilà sur quoi on partait. Donc c'était un peu, si on peut lire, une nouvelle religion, quoi, voilà. Donc bien évidemment, de cette nouvelle religion émanent des croyances basiques, enfin, vous voyez les lignes conductrices de la religion. Ils disent que Dieu est en fait un extraterrestre qui sillonne le cosmos à bord de son énorme soucoupe volante. Marshall Applewhite serait Jésus-Christ. So the one or the mind that was in Jesus, what? That mind is in me? You'll have to decide that for yourself. I must admit that I am here again, that I'm here saying exactly the same thing that I said then, trying to say it in today's language, trying to hope that for your sakes you can see what we have to offer you, for our Father offers you life. Ils disent que la Terre serait en fin de vie, que l'humanité allait s'éteindre, mais que seulement une petite portion de l'humanité est sélectionnée pour survivre à tout cela, mais que pour survivre, il fallait traiter de gens dans son corps, se priver de tout rapport sexuel, de tout confort humain, de toute affection humaine, se purifier pour pouvoir rejoindre les extraterrestres. Voilà. En 1973, Bonnie quitte son époux et ses enfants et décide avec Marshall d'aller sillonner les États-Unis pour trouver les fidèles, enfin les élus qui devaient être sauvés et rejoindre la soucoupe volante. Il sillonne les États-Unis à la recherche de disciples. Il parcourt 12 km en un mois, mais toujours rien, personne. Il leur faudra 17 mois pour faire leur premier adepte qui prend ses jambes à son cou dès qu'il comprend ce qui se passe au bout de 2 semaines. Mais il ne désespère pas. À ce moment-là, en fait, ils avaient loué une voiture avec laquelle ils sillonnaient les États-Unis, mais vous savez, quand vous louez, à un moment donné, vous devez rendre la voiture, sauf qu'eux n'ont pas rendu la voiture. Donc, Marshall a été accusé de vol de voiture, il a été emprisonné pendant 6 mois. Mais ça ne leur aura pas fait perdre la foi, puisque à sa sortie de prison, Marshall rejoint Bonnie et il continue à sillonner les États-Unis. En 1975, le miracle se produit à Walport, en Oregon, où ils louent une salle de conférence pour pouvoir parler de leurs croyances et pouvoir rallier des adeptes. Au début, les gens de la ville se disent mais ils sont fous ceux-là, personne ne va jamais les écouter, etc. Mais à leur grande surprise, cette conférence aura réuni 150 personnes quand même. 150 personnes pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Et à la fin de cette conférence, ils partent de Walport avec 20 nouveaux adeptes.
qui quittèrent famille, enfants, amis. Voilà. Leur mission commençait enfin. Au début, ils cherchent un peu le nom de leur secte. Ils ne s'appelaient pas Heaven's Gate au début. Ils ont essayé The Crew, puis Him. Puis bref, ils ont cherché plein d'autres noms et au final, ils ont trouvé Heaven's Gate. Les leaders se sont aussi trouvés des surnoms. Au début, c'était Guinea Pig pour cochon d'Inde. Puis ça a fini par être Do and T. Je ne sais pas vraiment à quoi ça fait référence, mais bon, c'était leur surnom. La vie de groupe est plutôt précaire et nomade. Ils vont de ville en ville pour bien sûr essayer de recruter de nouveaux adeptes. Ils organisent des nouvelles réunions, ils perdent des adeptes, ils gagnent des adeptes. Je crois que le maximum d'adeptes a atteint 50, mais ça n'a jamais dépassé plus de 50 en tout cas. Ils vivaient des économies des adeptes. Chaque adepte devait mettre ses économies, participer, cotiser ensemble pour pouvoir payer les hôtels parce qu'ils vivaient dans un hôtel. Pour les défenses quotidiennes, la nourriture, tout ça quoi. Donc au début c'est les hôtels, puis ensuite ils louent des maisons. Mais ils formaient des petites communautés d'une dizaine de personnes, vraiment, ils n'étaient pas beaucoup. Et contrairement à d'autres sectes, comme on avait pu le voir avec David Koresh, personne n'était sous la contrainte. Ils n'acceptaient pas de recrues qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas une croyance, une foi vraie dans leur doctrine en fait. Ils ne menaçaient personne, personne n'a été menacé de mort, personne n'a été abusé sexuellement, vu qu'ils étaient abstinents en plus. Il fallait vraiment que tu crois en ce qu'ils disent pour qu'ils t'acceptent parmi eux. Tu pouvais pas faire semblant, non, ils ne voulaient pas de personnes sous la contrainte, ils voulaient vraiment des vrais croyants en leur doctrine. Donc l'objectif des membres à l'époque était de se purifier leur âme, et pour cela il fallait qu'ils s'abstiennent de toute relation sexuelle, de toute relation humaine en fait, de renoncer à tous leurs besoins humains, de chaleur humaine, de réconfort, d'affection, vraiment devenir un peu comme des robots en fait, voilà. Ils devaient aussi s'abstenir de manger, en fait tout ce que leur corps leur demandait, tous les besoins assez basiques en fait, devaient s'abstenir parce que c'était le mal et que le diable dirigeait leur corps. À ce moment-là, ils parcourent les États-Unis pour faire de nombreux adeptes, prévenir le monde que la fin était proche, partager leur doctrine, notamment qu'en fait il ne fallait pas faire confiance aux autres religions, il n'y avait que leur religion qui était digne de confiance, et que la fin était proche, que les extraterrestres devaient venir les chercher sur Terre. Voilà. Donc pour devenir membre de Heaven's Gate, il fallait suivre plusieurs règles. Tout d'abord, il fallait abandonner toute famille, tout ami, enfin toute forme de connaissance qu'on pouvait avoir en dehors de la secte, vous n'aviez plus le droit de les contacter. Ensuite, il fallait bien évidemment obéir aux leaders de la secte, Marshall et Bonnie. Il fallait être flexible puisque la flexibilité montrait l'obéissance que vous aviez pour les leaders. Et avec la flexibilité, bien sûr, on pouvait vous dicter ce que vous deviez faire et vous contrôler en fait. Donc bon, ils disent que personne n'est sous la contrainte, mais ils contrôlaient quand même les croyants. Enfin, les croyants ne pouvaient pas vraiment faire ce qu'ils voulaient et en fait on en revient toujours à la même chose avec les sectes en fait. Les adeptes se considéraient comme des étudiants, ils étaient là pour apprendre et se soumettre à l'autorité de leur professeur. Alors, ce qui est complexe avec cette secte, c'est que c'était pas une secte dans le sens... en général, les sectes, c'est des espèces de grandes familles, tout le monde s'entraide, on est vraiment soudés entre nous. Dans cette secte, en fait, il était interdit d'être ami avec les autres membres de la secte, en fait. C'était interdit de ressentir tout sentiment humain, l'amour, l'amitié, tout ça. C'était totalement interdit d'entretenir toute relation humaine avec déjà des gens en dehors, mais aussi des gens dans la secte, qui faisaient partie de la secte. Donc, ils n'étaient pas amis, ils n'avaient pas une relation de frères et sœurs. Il n'y avait rien du tout en fait. Je comprends pas. Ils avaient rien, mais ils n'avaient pas le droit d'être amis. Donc en fait, ils étaient juste là, à longueur de journée, comme des colocataires. Enfin, même les colocataires deviennent peut-être amis, tu vois, mais eux non. Enfin, vraiment, c'était juste là, quoi, je sais pas. Bref. Donc vraiment, toute leur vie était consacrée au fait de se détacher de tous leurs sentiments humains et par faire leur formation afin de pouvoir rejoindre l'au-delà des extraterrestres. En 1983, Bonnie Nettles se fait enlever un œil à cause d'un cancer. Elle va chez le médecin, on lui détecte un cancer. Le médecin lui dit que la maladie se propage dans son corps. Et elle répond au médecin, non, vous vous trompez, je ne vais pas mourir, je ne peux pas mourir. En gros, elle lui dit qu'elle est immortelle. Ok. Donc elle ne se fait jamais traiter.
les cancers, quand ils sont détectés assez tôt, on peut faire des traitements. Le médecin peut mettre en place un traitement pour combattre le cancer, les cellules cancéreuses. Enfin, le cancer ne rime pas toujours avec la mort. Enfin, elle pouvait éviter la mort. Donc, elle n'a pas du tout voulu se faire traiter et le cancer continue à s'aggraver. Il se propage jusqu'à son foie. Et le 19 juin 1985, elle trouve la mort. Ce qui ne faisait pas du tout partie de leur plan. Parce que pour eux, ils étaient immortels et ils allaient attendre jusqu'à ce que les extraterrestres viennent les récupérer sur Terre. Donc déjà, ça commence mal parce que la grande théorie de leur enlèvement des extraterrestres des soucoupes volantes, elle tient plus trop la route là parce que l'autre élu est mort. L'autre témoin est mort. Donc je pense que Marshall a peut-être été pris de panique parce que leur théorie tombait à l'eau. Il a inventé une théorie qui disait que l'esprit de Bonnie était trop puissant pour son corps, pour son véhicule, et que c'est pour ça que les extraterrestres ont décidé de la récupérer plus tôt que prévu, mais qu'elle allait veiller sur eux, être en contact avec eux pour les guider dans l'au-delà, et voilà quoi. Donc à présent, Bonnie faisait figure de sainte pour la secte. Marshall dit qu'il s'entretient tous les jours avec elle par prière cosmique. Mais c'est à ce moment-là que les règles changent. Maintenant, Marshall dit aux adeptes que l'enlèvement n'est plus possible sur Terre. Que maintenant, pour être pris par les extraterrestres, il fallait mourir. Alors qu'à l'origine, ce n'était pas la doctrine. À l'origine, c'était juste que ils allaient être là un jour et puis hop, on sait jamais quand les extraterrestres vont passer et les enlever. Maintenant, Marshall dit que non, en fait, il faut qu'ils se suicident pour pouvoir rejoindre les extraterrestres qui les attendaient en haut, enfin, dans l'espace. Donc, après la mort de sa compagne, Marshall renforce la discipline du groupe. Elle devient méticuleuse, obsessionnelle et délirante. Chaque détail de la vie des adeptes compte, elle est millimétrée, chronométrée, programmée à la seconde près. Les douches ne doivent pas durer plus de 6 minutes. Toutes les 12 minutes, les adeptes doivent faire un rapport au quartier général, donc à Marshall, pour savoir ce qui se passe, s'il y en a un qui n'a pas respecté les règles. Ils devaient porter des casques sur la tête. Ils pouvaient regarder la télé, mais il n'y avait que des programmes spécifiquement choisis par Marshall qu'ils pouvaient regarder, notamment Star Trek. Et en fait, ils pouvaient regarder que des séries dans ce genre-là, enfin des films dans ce genre-là, etc. Tous les autres films, c'était niette. Et dès qu'un des adeptes commençait à peut-être avoir des sentiments humains envers un caractère, un personnage dans le film ou la série, il devait totalement arrêter de regarder parce que c'était pas bien, parce qu'il devenait impur. Voilà. Aussi, ce qui était très spécial dans la secte, c'est que, on ne pouvait pas avoir d'envie, de besoin. Si tu avais envie de quelque chose, tu peux pas dire « Oh, je veux acheter un déodorant ». Tu devais dire « Je peux me tromper, mais il me semble que je vais bientôt être à court de déodorant ». Genre si tu venais et tu disais « Je veux un déo, je veux me laver », tu ne pouvais pas, non. Et aussi, comme je vous ai dit, la nourriture était aussi quelque chose dont il devait se priver. Il devait boire 6 à 12 fois par jour un mélange de jus de citron, de sirop d'érable et de piment de Cayenne. Voilà, je pense que c'est pas très recommandé par un médecin. Je sais pas comment dire, je sais pas survivre juste de ça. Malgré cette existence hyper contrôlée, hyper stricte, les adeptes avaient quand même en fait des jobs totalement normaux. Au milieu des années 90, ils créent même une entreprise nommée Higher Source où ils créent les sites internet. Leurs clients témoignent d'eux qui sont plutôt intelligents, très professionnels, très droits, qui ont même le sens de l'humour. Ils avaient l'air de gens normaux. Ils avaient l'air de geeks, tout ce qui est de plus banal en fait. Entre 1994 et 1997, les membres étaient asexués. Il était impossible de genrer un membre en fait. Ils s'habillaient tous de la même façon, ils avaient tous la même coupe au bob, tous les mêmes vêtements totalement neutres. Il y avait vraiment plus rien pour les distinguer en fait. C'était vraiment comme des robots. Il y a même certains membres qui se sont fait castrer. Un chirurgien au Mexique a accepté de castrer certains membres pour contrôler leur pulsion sexuelle et éviter qu'ils soient impurs, etc. La soumission totale dont devaient faire preuve les membres de Heaven's Gate les a peu à peu conduits à perdre leur identité en fait, parce que ils n'avaient plus rien pour les distinguer. Ils vivaient dans la peur totale de ne pas être suffisamment purs pour le moment où les extraterrestres viendraient les enlever. Le 15 novembre 1996,
Un animateur de radio annonce qu'un amateur aurait pris en photo la présence d'un objet mystérieux derrière la comète Hale-Bopp. Et bien évidemment, Marshall Applewhite prend cet objet mystérieux comme la soucoupe volante, le vaisseau des extraterrestres qui était censé venir les récupérer. Donc pour lui, c'est le moment. Le grand jour est enfin arrivé. Il était temps qu'ils partent, quoi. Les extraterrestres vont venir les chercher. La secte, composée de 18 hommes et 21 femmes à l'époque, âgés de 26 à 72 ans, emménage dans une vaste maison à Santa Fe, près de San Diego. Ils décident que ça sera le lieu où ils vont tous se suicider. Ils ont sur un téléphone où ils enregistrent des vidéos d'eux en train de dire les raisons pour lesquelles ils vont se suicider, disant qu'ils sont totalement consentants et qu'ils le font de leur propre volonté. Marshall Applewhite enregistre sa propre vidéo où il dit que c'est le seul moyen de rejoindre les extraterrestres. À la suite de ça, ils ingurgitent tour à tour un mélange de phénobarbital, de vodka et de compote de pommes. Ensuite, de se mirent un savon massif sur la tête et se sont couchés pour mourir. Ils avaient tous leur permis de conduire en poche avec 5,75 $, 5$ pour l'État de la Californie, 75 centimes pour rembourser les portables. Ils enfilèrent aussi leur combinaison spatiale constituée d'une paire de Nike Decade qui après deviendront collector, avec un brassard écrit Heaven's Gateway Team, inspiré du film Star Trek. Donc ce jour-là, les membres de la secte sont morts. La police découvre 39 cadavres. Ils décrivent une scène apaisante, sereine. Parmi les cadavres, il y avait le frère de l'actrice de Star Trek, ce qui est assez surprenant. La secte laisse derrière eux 4 membres anonymes. Ils laissent aussi un site internet ouvert où il y a des fidèles qui vont répondre aux emails, aux questionnements des journalistes. Le site est toujours actif aujourd'hui, avec une alerte rouge en disant que la comète va venir et que c'était le temps de partir, la fin des temps, etc. C'est la fin de la vidéo et vraiment quelle histoire, encore une histoire de secte, mais totalement différente de la précédente histoire que je vous ai racontée. Là on est sur, j'ai envie de dire du délire total, mais là c'est vraiment très poussé. Vous me direz dans cette histoire, les adeptes étaient tous consentants et j'essaie de leur plein gré, mais c'est très extrême. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais là c'était quand même très farfelu. Et en plus, c'est toujours des gens normaux, en fait. Les adeptes sont toujours des gens très lambda, monsieur et madame tout le monde, qui se font endoctriner, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, par des gens aussi lambda aussi, enfin pas des gens si exceptionnels que ça. Donc c'est toujours très intriguant et très fascinant, un peu morbide. Mais bon. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur cette histoire, je trouvais ça vraiment ouf en fait. Vraiment ouf ce qui s'est passé et ils ont pu endoctriner quand même pas mal de gens, une 50aine de personnes au total, pousser 39 personnes à se tuer. C'est spécial quand même, c'est très spécial, il y a des choses bizarres dans ce monde-là. Dites-moi s'il y a d'autres sectes sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo parce que du coup j'aime pas mal ce sujet, je trouve que c'est toujours très fascinant de voir ce qui peut se passer, enfin ces histoires sont intéressantes. En tout cas, je vous attends en commentaire pour me partager vos opinions sur cette histoire. J'attendrai vos suggestions et je vous dis à plus tard pour une nouvelle histoire. Hep, je vois que tu n'as pas liké la vidéo, que tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube et que tu n'as même pas activé les notifications. Mais qu'est-ce que t'attends ? Et tu sais déjà, moi je vais t'attendre en fait. Voilà, c'était pas si compliqué que ça.